Bonjour à tous, nous allons parler ensemble de micromobilité. Nous avons l'insigne honneur d'avoir ici sur ce plateau Oriane Nirascu, vous êtes directrice commerciale chez FreeNow. Benjamin Naumovic, vous êtes fondateur de l'agrégateur de micromobilité Search Mobility. Et il y a avec nous également Solange Potier, qui est ancienne directrice des achats chez Egis et chez Avis. Solange, elle est un peu plus éloignée de nous, elle est éloignée en termes physiques, mais par le cœur et par l'esprit, elle est avec nous, n'est-ce pas Solange? Tout à fait, bonjour. Oriane, je vais commencer par vous. Donc vous êtes FreeNow. Je précise que FreeNow, peut-être que ça parle plus à certaines personnes, c'est l'ex-Captain en fait. Et c'est depuis septembre dernier, septembre 2020, que vous êtes donc FreeNow. FreeNow, c'est une compagnie de VTC évidemment, mais depuis quelque temps, vous avez multiplié, vous avez engagé un certain nombre de partenariats avec des sociétés de vélos comme Bond ou de trottinettes comme Tier Mobility. Et c'est-à-dire que c'est vraiment dans le cadre plus global de la micromobilité qu'il est bon d'envisager l'utilisation des VTC. Alors effectivement, Freena est connu pour répondre à un besoin, celui de transporter une personne d'un point A à un point B, de la manière la plus efficace possible en termes de prix, de temps et aussi de confort. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait bien, parce qu'on le fait depuis 10 ans. Mais c'est vrai que depuis peu, on s'ouvre à la micromobilité, à la multimodalité, parce qu'il y a un besoin. Aujourd'hui, on sait que le marché du VTC taxi représente 60 millions d'euros en France. Le mass, c'est 5 fois plus. Donc forcément, on aurait tort de ne pas y aller. Et comment on le fait? Comme vous l'avez dit, on va faire des partenariats avec des gros acteurs sur le marché qui vont nous apporter l'expertise et nous, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire. On est une boîte techno, on commercialise une application. Donc on va ouvrir notre application à d'autres acteurs et on va leur mettre à disposition notre base de 27 millions d'utilisateurs. D'accord, très bien. Mais alors, vous, Benjamin, alors vous ne faites pas le même métier, vous êtes une compagnie de VTC, même si votre ADN est tech, est technologique comme vous le dites, mais vous avez créé Search Mobility, Benjamin, qui est un agrégateur. Et quand je dis que vous avez suivi de la même démarche, c'est qu'au départ, Search, c'était un agrégateur de VTC et uniquement de VTC. Et vous aussi, vous avez cru bon d'y ajouter un certain nombre de mobilités différentes, notamment douces. Est-ce que ça relève un peu de la même logique? Je pense que ça relève de la même logique. Historiquement, on était un agrégateur comparateur de VTC et taxi qui s'adressait plus particulièrement au monde des déplacements professionnels, du premier ou des derniers kilomètres. Il y a un grand déplacement professionnel. Le contexte Covid étant, mais également la loi orientation et mobilité avec le forfait mobilité étant aussi d'autre part, il y a un vrai besoin, un vrai enjeu lié à la micromobilité. Et donc, on a commencé à agréger d'autres acteurs, d'autres opérateurs de mobilité, comme les scooters en libre-service, les vélos en libre-service, l'autopartage et le covoiturage. Mais je pense que pour que notre discussion soit bien encadrée, il faut bien distinguer de la micromobilité de la multimodalité. Ce n'est pas tout à fait les mêmes usages et les mêmes besoins. La micromobilité, ça va être des moyens de transport pour aller d'un point A à un point B, mais sur une courte distance. Oui. Là où le multimodal, c'est le combo, c'est la combinaison de deux ou plusieurs moyens de transport. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un avion suivi d'un VTC, ou je vais prendre un VTC suivi d'une trottinette, ou je vais aller au travail en prenant mon vélo, ensuite je vais prendre le RER et je vais finir, pourquoi pas, avec mon vélo ou une trottinette électrique. Donc la micromobilité s'intègre souvent dans la multimodalité, mais c'est quand même deux concepts qui sont pas tout à fait similaires dans les cas d'usage. Oui, bien sûr. Solange, d'après une enquête qui a été réalisé, je crois, par FreeNow, entre autres avec GBTA, 40% des entreprises seulement
ont un contrat avec une compagnie de taxi ou de VTC, et il semblerait qu'une 60% des utilisateurs, des collaborateurs, pensent que ce serait une bonne chose, pensent que c'est une bonne chose, ce type de contrat. Comment vous expliquez ce hiatus? Et dans les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé, est-ce que ce type de contrat existait? Alors, je pense que cette différence entre ces 40% et 60%, elle s'explique par le fait, comment dire, et comme l'expliquait Benjamin, il y a beaucoup de confusion auprès des employés, entre micromobilité et multimodalité. Et toute chose égale par ailleurs, les offres sur le marché n'étaient pas encore assez construites qu'elles le sont maintenant. Donc, c'est toujours très agréable d'avoir des acteurs comme FreeNow ou comme SearchCam parce qu'en fait, on les attendait depuis très, très longtemps pour pouvoir justement répondre aux attentes des employés. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que ces dépenses-là, non seulement elles sont beaucoup plus importantes que l'on ne pense quand on est dans un département achat, mais qu'elles vont aussi augmenter au fur et à mesure. Donc, mettre en place de tels accords va devenir nécessaire et indispensable. Alors voilà, là c'est intéressant ce que dit Solange. C'est vrai que c'est comme s'il n'y avait pas cette conscience de la somme de dépenses que constitue ce type de mobilité. Là encore, excusez-moi, une statistique. Depuis 2018, le poste de dépenses VTC aux États-Unis, dans les entreprises américaines, est le premier poste de dépense du déplacement. Non, ce n'est pas l'hôtellerie, non, ce n'est pas l'aérien, c'est le VTC. Oriane, est-ce que vous pensez que cette tendance-là, qui est déjà une réalité aux États-Unis, est-ce que vous pensez que ça va advenir en Europe ? On pourrait effectivement imaginer que la dépense va augmenter, en tout cas elle va être plus suivie, donc forcément on va enfin constater que c'est un budget important. En revanche, c'est certainement sur la partie usage. Il y a énormément d'usages, c'est plus sur ça, c'est un poste d'utilisation. D'une fréquence d'utilisation qui va être amenée à être plus suivie et à évoluer. Effectivement, prenons l'exemple de quelqu'un qui part à l'étranger, il travaille dans une grosse entreprise française, il veut partir à l'étranger pour un rendez-vous client, par exemple à Londres, il va partir de chez lui en VTC potentiellement ou en taxi, il va arriver à la gare du Nord, ensuite, donc il va prendre son train et ensuite arrivé à la gare Sainte-Pancrace, il va potentiellement reprendre un VTC ou un taxi pour se rendre dans son entreprise, dans la filiale. Là, ensuite, il va peut-être reprendre un VTC encore pour se rendre à son rendez-vous. Il va retourner dans son entreprise ensuite. On peut imaginer que le soir, il va aller au restaurant à nouveau en VTC, il va y revenir en VTC ou taxi, encore une fois, le lendemain rebelote. Bref, on arrive à potentiellement 8-9 trajets taxi-VTC en l'espace de 24 heures. Donc forcément, ce sont des postes, c'est un poste d'utilisation qui est de fréquence d'utilisation qui est énorme et qui est souvent oublié par les acheteurs parce que ça ne constitue pas encore aujourd'hui en France le plus gros poste de dépense. Donc il a été mis de côté. Mais on peut totalement imaginer qu'en le suivant, on se rende compte que ce poste de dépense est conséquent. Vous vouliez ajouter quelque chose, Benjamin ? Je ne peux pas parler à la place d'un acheteur ou d'un employeur, mais c'est vrai que historiquement, si une entreprise souscrivait à une offre corporate VTC, c'était, de mon point de vue, pour centraliser, optimiser les comptes budgétaires, les budgets associés à cette mobilité et avoir une vision centralisée avec des notes de frais consolidées pour des besoins comptables et d'optimisation comptable. Ouais. On se rend compte qu'aujourd'hui, et je pense que c'est tout l'enjeu d'entreprises comme FreeNow dans leur offre corporate de réinventer les choses pour répondre plutôt aux nouveaux usages, comme l'a dit Oriane, mais aussi aux nouveaux enjeux à la fois pour le côté usager, mais pour le côté de l'entreprise, qui sont la qualité de vie au travail et le RSE, c'est-à-dire qu'il n'y a plus uniquement l'angle budgétaire que l'offre corporate doit apporter, mais aussi comment je vais répondre aux besoins, aux comportements de mes usagers qui veulent
voyager ou se déplacer dans leur vie pro comme ils le font dans leur vie perso. Ouais. Et si dans la vie perso, j'ai l'habitude de prendre ma trottinette tir, je vais pouvoir la prendre à Londres quand j'arrive à Londres avec le Thalys. Donc il y a ce besoin de se réinventer d'un point de vue de l'offre corporate, mais c'est déjà le cas, hein, je ne réinvente pas la roue non plus, et c'est ce que nous on cherche à faire à travers Search Mobility, en apportant à travers l'offre corporate quelque chose qui va plus loin que juste l'optimisation ou la centralisation budgétaire, et on parle de qualité de vie au travail, de nouveaux comportements et de réponse à ces nouveaux usages. L'entreprise devient d'une certaine manière au service à travers la mobilité de ses salariés qui sont les consommateurs. D'accord, vous êtes d'accord, Solange, avec ce qui vient d'être dit par Benjamin? Oui, tout à fait. Pour pouvoir mettre en place ces accords, en fait, très souvent, le premier volet a été d'avoir une maîtrise ou une visibilité des dépenses. D'autant que finalement, dernièrement, l'avion, le train sont des dépenses qui sont en réduction puisque le Covid est là. Donc finalement, les acheteurs ont un peu le temps de se dédier à cet autre poste de dépenses. Par ailleurs, je pense que c'est typiquement le type de déplacement qui permet d'apporter une solution, comme le disait Benjamin, non seulement un avantage financier, de transparence, de comptabilité, etc., pour savoir de quoi demain j'ai besoin, quels sont les trajets les plus fréquents, comment négocier, comment établir le meilleur accord avec nos partenaires, mais aussi de répondre à un volet QVT et donc de donner des réponses au RH et d'être en ligne avec les objectifs de son organisation en termes de RSE. D'autant que maintenant, les acteurs commencent à donner aussi des solutions en termes de calcul d'impact carbone, chose qu'il n'y avait pas encore tant que ça à l'heure actuelle. Et les agences de voyage ne font bien souvent que des calculs très, très théoriques. Donc, n'aident pas finalement à l'employeur et à l'employé pour chacun de ces déplacements de prendre la meilleure solution, le meilleur compromis entre coût, temps utile, ou on va dire qualité de vie au travail, et impact carbone d'un de mes déplacements. Sachant que finalement, la décision, le choix de l'employé peut être complètement différent s'il a une réunion client et il a besoin d'aller très vite ou s'il a un peu plus de temps, etc. Donc, en fait, son besoin va aussi évoluer en fonction du trajet qu'il a à faire pour aller d'un point A à un point B. Ouais, alors Solange, elle a dit beaucoup de choses, elle a parlé du Covid aussi. Est-ce que vous croyez que cette crise-là, cette pandémie, peut avoir un impact particulier sur ce type de mobilité et qui dépasse la crise elle-même et qui perdure et qui se pérennise? Benjamin? Alors, que ça se pérennise, j'espère. Maintenant, je suis un peu... Bon, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Ce qui est sûr, c'est que les comportements ont changé. Moins de personnes prennent les transports en commun, plus de personnes prennent leur voiture, plus de salariés sont invités pour les peu de jours à réaliser sur leur lieu de travail, à prendre le VTC pour des raisons d'éviter la promiscuité dans les transports en commun, etc. Donc il y a cette logique d'accompagnement du salarié dans un trajet plus sécure. On voit qu'il y a eu un boom des vélos, que ce soit les vélos perso, les vélos de fonction, l'indemnité kilométrique qui est absorbée par le forfait mobilité durable prend un réel essor. Donc oui, il y a un changement de comportement. Oui, il y a des choses positives qui ressortent du Covid. Maintenant, est-ce qu'elles vont se pérenniser dans le temps? Là, on verra. Je ne peux pas encore le dire. Alors, bon, là, Solange parle d'une différence d'approche de la part des entreprises. Benjamin aussi, d'ailleurs, une entreprise qui serait plus au service de ses collaborateurs, en termes de micromobilité, en tout cas. Est-ce que ce sont des leviers sur lesquels s'appuie FreeNow? Parce que votre ambition, c'est de devenir leader en Europe. Hein, voilà, on y va, on le dit. Voilà. Exactement. En tout cas, en ce qui concerne la clientèle corpo. Et c'est sur ces leviers-là que vous vous appuyez. Quelle va être votre stratégie? Quels vont être vos arguments pour vous différencier des autres? Entre autres, effectivement, notre ambition, c'est de devenir le leader européen. Alors, la stratégie va s'articuler autour de 5 piliers. Le premier, c'est bien sûr la multimodalité. On l'a vu, c'est apporter de la valeur
à l'utilisateur. Le deuxième, c'est de renforcer notre présence géographique. Aujourd'hui, on est présent dans 10 pays, 100 villes, mais on veut améliorer le maillage à l'intérieur des pays, donc avoir plus de villes au sein même des pays. Le troisième, c'est la RSE. Comme Solange le disait, bien sûr, on est convaincu que ce ne sont pas que des arguments marketing. Les villes nous attendent là-dessus, les utilisateurs nous attendent aussi, les entreprises cherchent à réduire leur émission en carbone, donc forcément, nous aussi, ça fait partie de notre stratégie. D'ailleurs, on a une ambition assez forte qui est de devenir net zéro carbone à horizon 2030 et d'ici 2025, avoir 50% de notre flotte 100% électrique. Donc un engagement assez fort en termes de responsabilité sociétale et environnementale. Le quatrième pilier de la stratégie, c'est renforcer notre présence locale. Leader européen, certes, mais vraiment d'avoir cette approche locale avec des équipes locales, un service client local, une équipe commerciale, marketing locale, et aussi un programme de fidélité qui met en avant des partenaires locaux et bien sûr payer nos taxes localement. Et le cinquième pilier, ça me concerne plus particulièrement, parce que c'est le B2B. Le B2B, FreeNow for Business représente 20% du marché, donc ce qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui, c'est 20% du marché à quel... FreeNow. Ah, pardon, le corpo à l'intérieur du marché FreeNow, d'accord. Oui. Et c'est la clientèle la plus appréciée de nos chauffeurs. C'est une clientèle moins volatile et qui va nous pousser au développement, à l'innovation. Ce sont eux les experts, c'est le B2B qui va être expert sur les besoins utilisateurs, besoins collaborateurs, et donc qui vont nous pousser à l'innovation. Bon, Solange, malgré la distance, vous avez bien entendu Oriane. Donc c'est vous l'acheteuse, hein, c'est vous l'acheteuse. Est-ce qu'elle vous a convaincu? Est-ce que FreeNow va... Ah oui. Non, je pense que c'est important parce que d'un point de vue direction achat, en fait, je dirais les drivers d'une décision, d'une collaboration vers ces solutions du marché, je dirais, bah oui, c'est avoir des tarifs négociés, maîtriser sa facturation, avoir plus de transparence sur sa facturation, etc. Réduire son impact CO2. Mais finalement, il ne faut pas oublier l'utilisateur, c'est l'employé, c'est le client final finalement. Donc, si j'ai des conseils aux entreprises qui ont envie de se lancer sur ce type de solution, je dirais qu'elles n'hésitent pas à faire des mini-surveys auprès de ses employés. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Des quoi? Des surveys, des mini-enquêtes pour bien identifier les besoins des clients. Parce que malgré tout, on le mentionnait au début de cet échange, les directions achats ont très souvent peu de visibilité sur ce poste de dépense. Très bien. C'est un des cas d'usage de Search Mobility. Alors, je ne suis pas là pour faire la publicité pour notre application. Mais votre expérience, mais les agrégateurs de manière générale et les retours qu'on a de certaines entreprises, c'est avant de faire un choix, je ne dis pas un choix forcément de VTC, mais un choix de moyen de mobilité. En fait, avant de définir un plan de mobilité, notamment pour les trajets qui soient des déplacements pro ou plus courts sur les trajets domicile-travail, il y a un besoin de capter le besoin du salarié et surtout de capter ses habitudes pour pouvoir valoriser les bons comportements et les généraliser, les unifier. Qu'est-ce que doit faire l'entreprise? Alors concrètement, elle doit faire une enquête auprès de ses collaborateurs? Il y a des enquêtes déclaratives. On envoie des typeforms et on attend les réponses et puis on trie et puis etc. Ou alors on utilise une application comme Search Mobility qui va permettre de capter les modes de transport utilisés au quotidien en temps réel par les salariés pour pouvoir avoir une approche de profiling, c'est-à-dire d'étude des usages réels des salariés et de pouvoir faire ressortir des grandes tendances. Est-ce que mes salariés utilisent plus le covoiturage ou leur vélo? Et s'ils utilisent le covoiturage, est-ce qu'ils sont plutôt Klaxit, Blabla Alliance ou Caros? Est-ce qu'ils utilisent les VTC pour aller chez leurs clients, pour rentrer tard le soir du travail, etc. Et en fait, avec une application comme la nôtre qui va capter l'information de manière dynamique en temps réel et réellement, qui ne se base pas que sur du déclaratif, on va pouvoir affiner et mieux appréhender les usages de nos salariés pour ensuite négocier aussi avec les opérateurs de mobilité, avec de la data, des offres corporate et proposer à ces salariés quelque chose d'un peu plus universel
que quelque chose de trop rigide sur lequel il ne se retrouverait pas, parce que j'insiste, un salarié, c'est avant tout une personne, on est bien d'accord, pas un robot, qui va vouloir consommer les moyens de mobilité dans sa vie pro comme il le fait dans sa vie perso. Et vouloir lui imposer Uber alors qu'il fait du Frino au quotidien avec sa famille, je pense que ça peut être déceptif et ça ne va pas aller dans le sens du service aux collaborateurs. La connaissance de cette micromobilité des collaborateurs par l'employeur, est-ce que le pass pas le pass Navigo, le pass mobilité, excusez-moi. Est-ce que le pass mobilité qui a été mis en place en cours d'année par le gouvernement, bon évidemment, enfin en cours d'année, durant l'année 2020, ça a été un petit peu perturbé par quelques événements sanitaires, on le sait, mais est-ce que vous avez l'impression, Benjamin, que les entreprises s'en emparent et est-ce que c'est un bon levier pour que ça devienne un enjeu au sein de l'entreprise? Comment vous le sentez? Alors, c'est délicat et compliqué d'avoir un point de vue arrêté parce que en période de Covid, le forfait mobilité durable qui a été amené par la loi LOM, qui est un dispositif incitatif fiscalement intéressant pour le salarié comme pour l'employeur, ça permet à l'employeur de prendre jusqu'à 500 € en charge d'aide de son salarié, de dépenses de micromobilité, de vélo, etc. Donc, 500 € par an, défiscalisés d'impôts sur les sociétés, de charges sociales patronales, etc., et d'impôts sur les revenus. C'est difficile parce qu'il faut une mobilité, il faut des déplacements, des trajets domicile-travail, chose qui n'est pas réellement complètement le cas aujourd'hui. Maintenant, le combo fiscalité, aide de l'entreprise, etc., j'y crois beaucoup et je pense que ça va dans le bon sens. Inciter le collaborateur à opter pour des modes de transport alternatifs et le récompenser les usages vertueux dès lors qu'il vient en vélo au travail ou avec du covoiturage ou avec une trottinette électrique ou avec de l'autopartage, etc., il y a un véritable intérêt. Maintenant, le montant de 500 € est trop limite, notamment pour la région parisienne où le pass Navigo, c'est censé se compléter, est déjà à quasiment un montant supérieur. Ouais. Et en plus, je trouve qu'un certain nombre de moyens de mobilité n'ont pas été pris en compte. Pour rentrer dans le forfait mobilité, et c'est tout ce qu'on retrouve dans notre application, il faut être électrique, hybride ou partagé, enfin plutôt électrique ou partagé. Il se trouve que les VTC électriques, vers lesquels tendent les flottes de Frino ou de Marcel ou de Le Cab, etc., ne sont pas éligibles au forfait mobilité durable. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même des trous dans la raquette et qu'on ne répond pas à tous les cas d'usage. En tout cas, inciter, récompenser les usages vertueux pour se rendre au travail ou pour se déplacer, ça peut être que du bon. Solange, vous êtes d'accord pour que vos collaborateurs fassent de la trottinette ou du vélo alors que les espaces sécurisés sont dans certaines villes très rares? Vous avez quand même un devoir de duty of care. Oui, là c'est vraiment un enjeu, c'est un grand sujet et c'est très souvent les RH qui ont besoin de trancher, et en fonction du type de trajet, etc. Donc, mais ça peut être problématique, effectivement. Ouais. En revanche, c'est bien pour ça qu'il y a le multimodal et qu'il ne faut pas s'arrêter à une seule solution. D'autant qu'il y aura toujours des employés, des salariés qui n'auront pas forcément envie de prendre une trottinette par goût, et puis d'autres qui préféreront un VTC. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à une seule solution, mais vraiment une multitude, une diversité. Très bien. Vous nous avez parlé tout à l'heure, Oriane, de ce voyageur que vous avez inventé et qui arrivait à Saint-Pancras. Enfin, je ne sais plus quel trajet invraisemble il faisait. Et vous disiez qu'il utilisait 6 ou 7 taxis dans la journée. Mais il faut que vous proposiez. C'est comme ça que vous allez devenir leader. Moi, je vous le dis, je vais devenir patron de Freenow. C'est en proposant une tarification au forfait, évidemment. Alors oui, on peut totalement l'imaginer. D'ailleurs, on s'y intéressera dans le temps. Maintenant, l'avenir, il est pas seulement ici. L'avenir, en fait, il est dans la multitude de choix d'offrir. On a une application aujourd'hui qui est extrêmement customisable. On peut l'adapter, donc on peut répondre à différents besoins. Le forfait, il va intéresser les acheteurs dès lors qu'on veut projeter ses dépenses. On sait exactement quel est le profil d'utilisateur à qui on s'adresse. Des utilisateurs, par exemple, qui vont avoir la même fréquence de trajet, les mêmes typologies de trajet, qui vont aller aux mêmes endroits, au même moment, etc. Donc là, oui, le forfait est intéressant. En revanche, pour tous les acheteurs qui s'adressent à des utilisateurs qui n'ont pas des profils particuliers, qui ne répondent pas à une typologie de profil,
le forfait n'est pas forcément intéressant ici. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment important de proposer à la fois le forfait, mais aussi le prix à la course pour répondre Sauf que vous ne le proposez pas, et aucun de vos concurrents d'ailleurs. Oui. Est-ce que ça vous arrive souvent qu'en appel d'offres, on vous demande du forfait? De plus en plus, et c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Et je sais que vous avez déjà eu affaire à Solange. À Solange, hein, c'est un hasard Ouais. total. Et vous m'avez dit, Solange, elle m'a dit, est-ce que vous faites du forfait? Donc comme quoi ça Exactement. répond à un besoin. Bien sûr. C'est peut-être l'avenir, mais là il faut qu'il y ait une évolution du business model. Hein. Exactement. Donc, D'accord. une évolution du business model, garder ce qu'on a, continuer à le proposer, mais aussi et faire évoluer notre offre. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour cet échange et Merci à vous. Merci beaucoup. le meilleur pour vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.